J'ai pris le peu de voix qu'il me reste pour venir vous parler de Mélo Décalé, le dernier titre de Tiakola, je pense que vous avez vu passer, dans lequel il parle de l'absence de monétisation des clips des artistes africains. Évidemment, le problème ne date pas d'aujourd'hui, mais il aura fallu qu'il s'empare du sujet pour que les médias relaient enfin cette problématique qui, si elle est résolue, pourrait rebattre les cartes de l'économie de la musique. Combien vaut une audience lorsqu'elle existe déjà, mais qu'on ne sait pas encore bien la monétiser? Le constat est assez simple. En Afrique francophone, selon les données relayées par AMC, plus de 90% de la consommation musicale serait en freemium. Autrement dit, les gens consomment énormément de musique sans forcément payer d'abonnement. À lui seul, YouTube représenterait plus de 70% de la consommation de la musique. C'est énorme. Très loin devant les plateformes audio classiques de streaming, et ça raconte quelque chose que beaucoup d'acteurs occidentaux ne comprennent pas totalement. Dans certaines régions du monde, la vidéo est le streaming. Le clip n'est pas seulement un accompagnement visuel du morceau, pas non plus un outil marketing, mais carrément le produit final. Et ça change complètement l'économie, parce que si le clip devient le principal point de consommation, alors sa valeur économique change aussi. Aujourd'hui, seuls 13 pays africains sur 55 seraient pleinement éligibles à certaines formes avancées de monétisation sur YouTube, et parmi eux, seulement 4 seraient francophones. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Que le monde existe, l'audience est présente massivement, le problème c'est pas l'attention, le problème c'est la capture de valeur, parce qu'aujourd'hui, cette audience n'est pas encore monétisée à son plein potentiel. En finance, c'est ce qu'on appelle une anomalie de marché. En gros, la consommation existe, mais la valeur n'est pas encore correctement captée. Or, c'est précisément ce type de déséquilibre qui attire le capital et les investisseurs. Parce qu'au fond, un catalogue musical, ça vaut quoi? Ça vaut tout simplement sa capacité à générer des revenus futurs. Ici, le sujet n'est pas vraiment l'absence de demande, c'est vraiment le fait que la valeur est compliquée à capter. 1 million de streams en France, aux États-Unis ou en Côte d'Ivoire n'a pas du tout le même rendement économique. Et le marché le sait. Pourquoi? Parce qu'il raisonne en risque. Le premier type de risque, ce serait ce que j'appelle le risque plateforme. Quand plus de 70% de l'usage dépend d'une seule plateforme, c'est particulièrement dangereux. Ici, on est dans une logique de concentration. Les artistes africains dépendent de YouTube. Et cette concentration crée toujours un déséquilibre. Et c'est jamais les ayants droit qui en ressortent vainqueurs, en général. Deuxième risque, ce serait le risque de conversion. En gros, l'audience ne garantit pas le revenu, la visibilité non plus, parce que ce qui va compter, c'est la capacité de transformer ce volume en revenu. Le troisième risque, je dirais que c'est le plus important, c'est le risque juridique. Là, on touche au cœur du problème selon moi, parce que sans cadre clair sur les droits voisins, le droit d'auteur, la collecte et les organismes de gestion collective de manière globale, l'actif reste fragile. Et il faut le comprendre, parce que aujourd'hui, un actif repose essentiellement sur sa prévisibilité. Est-ce que la collecte est fiable? Est-ce que les droits sont propres? Est-ce que les revenus sont traçables? Si la réponse est floue, le risque monte. Et c'est un sujet qui dépasse largement l'Afrique francophone et qui est au cœur de ce qu'on fait avec la 9e Muse. Là, on entre dans une phase de financiarisation de la musique. Là, les fonds achètent du patrimoine, du publishing, des choses stables. Parce que dans un monde de taux bas, la musique ressemble à un actif particulièrement attractif, avec des revenus récurrents, une volatilité modérée. Aujourd'hui, le marché ne repaye plus uniquement la stabilité, il recherche autre chose, il recherche de la croissance qui est mal pricée, et c'est là où l'Afrique est particulièrement intéressante, parce que les marchés matures offrent certes de la stabilité, mais beaucoup moins de croissance sur le long terme. Alors que de l'autre côté, les marchés émergents offrent moins de sécurité, mais plus de rentabilité à long terme. L'Afrique francophone ressemble un peu à certains marchés asiatiques d'il y a 10 ans, avec beaucoup d'usages, peu de monétisation et une infrastructure encore en structuration, mais un potentiel énorme. Et c'est exactement le genre de configuration dans lesquelles les investisseurs adorent investir. Un des autres points que je trouve fascinant, c'est qu'en France, le clip semble perdre un peu de son poids marketing, alors qu'en Afrique, on est dans une logique où le clip est essentiel. En Afrique, produire un clip, c'est pas seulement une dépense marketing, c'est un véritable investissement sur un actif qui génère du cash flow, parce que comme je le disais au début, le clip et le streaming. Je pense que dans le futur, on regardera quelque chose de mal modélisé encore aujourd'hui, l'optionnalité territoriale. En gros, un catalogue pourrait valoir cher, non pas pour ce qu'il rapporte aujourd'hui, mais pour ce que son marché de consommation permettra de collecter, rapporter demain. Tiakola, avec ce sujet, a permis de mettre en lumière quelque chose de fondamental. Une partie significative de l'économie mondiale reste sous-valorisée simplement parce qu'elle est mal structurée. Historiquement, c'est exactement dans ce genre de moments que naissent les meilleurs actifs et les meilleures opportunités. La vraie question devient alors, quels catalogues sont aujourd'hui sous-valorisés simplement parce que le marché n'a pas encore appris à correctement lire leur potentiel? Et c'est précisément le type de question que j'explore avec la 9e Muse, parce que dans un marché où la valeur ne se crée plus uniquement dans les hits, mais aussi dans la structuration des droits, la qualité de la donnée et la capacité à anticiper les futurs flux de revenus est essentielle. Savoir identifier un actif sous-évalué devient un avantage majeur.
Le futur n'appartiendra pas seulement à ceux qui possèdent des catalogues, il appartiendra surtout à ceux qui sauront en révéler la valeur invisible, les structurer intelligemment et les valoriser avant tout le monde. Si ce sujet vous a intéressé, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma newsletter. Prenez soin de vous. À très vite pour une nouvelle vidéo.